démarrer cette table ronde autour de la data client au cours de la transformation en retail. Je me présente, je m'appelle Stéphane Sun, je suis directeur chez Capgemini et j'aurai la chance d'animer cette table ronde accompagné du coup de mes amis ici présents qui vont se présenter. On a une petite heure du coup ensemble, on a prévu 45 minutes de table ronde et se donner 10-15 minutes à la fin pour poser les questions. Voilà, donc je vais laisser la parole à Anne-Brice pour se présenter. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc Anne-Brice Grasset. Donc moi je suis en charge de la Digital et de la Data Factory du groupe Rexel. Donc Rexel, c'est un des leaders de la distribution professionnelle dans le monde de l'énergie. Quelques chiffres, Rexel c'est 12,6 milliards de chiffre d'affaires sur 3 zones géographiques avec 21% de vente digitale, ce qui fait que Rexel est aujourd'hui un des acteurs majeurs du digital en B2B. Donc comme on va parler de la donnée client, juste rapidement quelques mots sur nos clients. 650 000 clients, donc on a des installateurs, des intégrateurs, des clients finaux qui sont dans différents marchés, le tertiaire, le résidentiel, l'industriel, et avec lesquels on interagit sur différents canaux, donc des canaux physiques et des canaux digitaux. On a par exemple 1900 points de vente, 16 000 commerciaux, dont 8 000 commerciaux itinérants. Et aujourd'hui, Rexel accélère la transformation d'un pur logisticien à une entreprise de services pilotée par la donnée. Et on va pouvoir parler dans la table ronde comment la donnée et les outils digitaux deviennent maintenant des actifs cruciaux pour Rexel. Merci Anne-Brice. Bonjour à tous, donc Étienne Sankerfoin, moi je suis Chief Data Officer d'Intermarché. Je m'occupe du coup d'un tout petit retailer que vous connaissez en tant que client particulier, qui est le 3e distributeur indépendant en France, qui a l'avantage d'être un distributeur très intégré. Donc qui a dans son scope à la fois un logisticien, des points de vente, 1800 et quelques sous-marques Intermarché et 300 sous-marques Netto, et qui va capter un patrimoine de données d'interactions clients qui sont certains dans cette salle, j'espère en tout cas, mais un panel d'interactions qui sont de la consommation grand public. Je m'occupe aussi d'une partie un peu particulière qui est la collaboration d'Intermarché avec ses fournisseurs sur le sujet de la donnée, ce qui est un enjeu de partage et d'efficacité commune ces dernières années. Bonjour à tous, donc moi je suis Marion Gardet, Capgemini. Je dirige pour Capgemini le centre d'excellence en data et en intelligence artificielle. Donc on va plus se porter en partenaire de nos clients retailers. En termes de chiffres, je ne vais pas pouvoir vous partager les chiffres de l'activité de Capgemini sur ce sujet-là, mais on fait beaucoup d'études sur l'utilisation de la donnée dans toutes les entreprises et en particulier dans le retail. Aujourd'hui, la dernière étude qu'on a faite sur le sujet considère que seulement 29% des directeurs marketing utilisent vraiment des analytics pour piloter leurs actions marketing. De la même manière, on a identifié dans cette étude que 44% de cette même équipe marketing jugeaient qu'ils avaient des équipes suffisantes, on va dire en IA, des data scientists, etc., pour tirer la valeur de leurs données. Et en fait, on sait tous que bien maîtriser son patrimoine de données client, c'est déjà pas complètement simple dans les entreprises, mais en fait, pour bien adresser l'expérience client, il ne suffit pas d'exploiter la donnée client, il faut être en capacité d'exploiter tout le patrimoine de données de l'entreprise, que ce soit de la donnée produit, les données fournisseurs, la supply, etc. Donc ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est comment on peut scaler, passer à l'échelle l'utilisation de ces données pour justement optimiser l'expérience client. Bonjour, Grégoire Frémiot. C'est un peu dur de passer après 3 très belles sociétés françaises, belles et grandes, parce que j'espère être une belle société, mais je ne suis pas aussi grand pour la société. Donc je suis Grégoire Frémiot, un des 2 associés de Mediarhythmics, désolé pour le masque. Mediarhythmics est une boîte française, mais présente à l'international, qui propose une infrastructure, un logiciel SaaS de data marketing. Et pourquoi je suis là? Désolé pour le masque, je vais y arriver. Parce qu'on travaille pour des grands retailers, par exemple un écosystème de grandes enseignes dans le Nord, pour ne pas le citer, pour l'ensemble des enseignes, pour des Fnac Darty, pour des Cdiscount, des showrooms privés. Et que du coup, toute la journée, on a des clients qui nous disent comment mettre en place des cas d'usage, que ce soit pour l'acquisition, le CRM, la monétisation, pour scaler. Ça veut dire, au-delà des bons concepts, être capable de rapidement pouvoir personnaliser son marketing client. Donc avec plaisir pour me donner le point de vue, le prisme d'une tuyauterie. Super, merci Grégoire. Alors, lorsque nous avons organisé cette table ronde, alors déjà nous sommes très contents des gens présents autour de cette table.
par la diversité des profils sur le B2C, le B2B, mais aussi un pure player justement de la tech. Et c'est ces différents sujets qu'on veut aborder avec vous. Et justement, un des premiers chapitres classiques mais qu'on veut aborder, c'est on parle beaucoup de data client. On voit qu'il y a des contextes réglementaires qui évoluent, on voit des usages qui évoluent, on sent le potentiel. Et la première question qu'on se pose, justement, c'est classiquement, quels sont les cas d'usage, tant en B2B ou en B2C, qui ont été déployés, qui ont fait leurs preuves. Et je serais très curieux aussi de votre vécu. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a aussi pas marché? On est là pour faire de la com, mais on est aussi là pour partager du vécu. Et je vais commencer du coup avec toi, Anne-Brice, sur Excel. Oui, bon. Donc en effet, côté Excel, aujourd'hui, nous avons déployé pas mal de cas d'usage, que ce soit sur le canal digital ou sur le canal physique. Mais ce qui me semble intéressant peut-être avant de détailler les cas d'usage, c'est de rappeler que la donnée client en B2B est différente de la donnée client en B2C. Donc nos clients sont des entreprises qui veulent des offres adaptées, voire des offres personnalisées. On va avoir des prix différents par client. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que l'ensemble des interactions qu'on a avec un client vont être enregistrées. Donc que ce soit un devis, une commande, un entretien avec un vendeur qui va être noté dans un compte-rendu de visite dans un CRM, ou même la navigation sur le site e-commerce, puisque les clients vont en général se connecter pour pouvoir accéder à leur prix. Et donc par rapport à ce volume de données, ce qui est important pour la pertinence des cas d'usage de la donnée client, c'est d'abord de bien segmenter ces clients. Et donc côté Excel, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on catégorise nos clients à partir de leur marché, à partir de leur type d'activité et en fonction de l'usage qu'ils font des produits que l'on vend. Et donc pour faire cette segmentation, on va avoir nos données internes qu'on va enrichir avec des données externes, ce qui va permettre d'affiner la segmentation et nous permettre d'avoir une très bonne compréhension du comportement d'achat des clients. Et alors cette segmentation est faite pays par pays par rapport aux spécificités locales, sur la base d'une segmentation de référence qui est définie au niveau du groupe. Et les équipes data au groupe vont aider les pays sur la méthodologie et sur des analyses de données. Et donc, une fois qu'on a cette segmentation client, un premier exemple d'usage, je disais qu'on avait 21% de ventes en digital, donc le site e-commerce, c'est très important. Et donc, un premier cas d'usage, c'est la personnalisation des contenus sur notre site e-commerce. On va avoir sur différents sites e-commerce des pages différentes pour les clients. Donc les clients industriels, résidentiels, tertiaires vont avoir des contenus différents. Et de même, on va avoir des résultats du moteur de recherche qui va s'adapter au profil du client. Un deuxième cas d'usage, donc c'est plus dans le monde physique, c'est de bien piloter la relation client. Et donc, grâce à l'analyse des données et puis à notre connaissance de proximité, on a développé un modèle d'analyse prédictive. On parlait d'IA avec Marion, donc un modèle d'analyse primitive qui permet de limiter le risque d'attrition de nos clients. Donc, on appelle ça le churn. Et donc, on va avoir un système d'alerte qui va identifier les clients à risque et alerter, donc prévenir les commerciaux. Aujourd'hui, cet algorithme est déjà déployé sur 8 pays. Concrètement, toutes les semaines, on envoie 1500 alertes vers des commerciaux avec un taux de fiabilité de 88%. Et alors, on parlait de difficultés. Alors là, ce n'est pas tant une difficulté, ça a été un atout, cet algorithme, lors de la pandémie, parce qu'on a pu l'adapter et le transformer d'alerte de churn en alerte pour comprendre ce qu'on appelait des alertes de rebond. C'est-à-dire qu'on a pu identifier nos clients qui repartaient plus vite que la moyenne du marché, donc les clients qu'on devait aller voir, et ceux qui, au contraire, sous-performaient. Et juste très rapidement, un dernier cas d'usage, c'est d'utiliser la donnée client pour améliorer notre offre de service. Et donc, on a développé une solution qu'on appelle Next Best Offer, qui nous permet de proposer aux bons clients, sur le bon canal, le bon produit. Donc, cette solution a été pilotée en France, elle est en cours de déploiement. Et ce qui est intéressant dans cette solution, c'est qu'on voit que la donnée client est vraiment indissociable de la donnée produit. En particulier, donc, dans notre secteur, on est dans le monde de l'énergie. Et dans le mode de l'énergie, les utilisateurs finaux sont de plus en plus sensibles et exigeants face aux enjeux de l'ESG. Donc la donnée produit est vraiment capitale. Merci Anne-Brice. Pour compléter les cas d'usage que tu évoquais, très axés B2B, et tu parlais d'environnement logué notamment, je serais très curieux justement, chez un des retailers justement français, quels sont les cas d'usage similaires que vous avez pu développer et aussi justement quels cas d'usage plus particuliers propres
à vos segments de clients? Alors, comme ça a été très bien introduit sur le B2B, on peut transposer assez facilement sur le B2C avec la consommation de chaque individu chaque jour. Là où la data, ou le passage à l'échelle est un peu plus difficile, c'est que le nombre de clients augmente beaucoup. Donc quand on passe en B2C, on passe de quelques milliers, quelques dizaines de milliers de clients à quelques dizaines de millions de clients. Et on arrive assez rapidement aux limites de l'exercice humain, c'est-à-dire je veux envoyer une offre personnalisée, je ne sais pas paramétrer autant d'offres que j'ai d'individus, et je ne sais pas valider chacune des offres. Donc on est obligé de passer par de l'IA, passer par de la data à assez haute échelle, pour envoyer une offre très personnalisée à chacun de nos clients. Et c'est un travail de fond qui est un travail de test, mesure, itération successive, dans lequel on va essayer de proposer à chacun de nos clients le meilleur produit à la fois dans son chemin de transaction, c'est-à-dire je suis en train de faire mes courses, quel est le prochain produit que je dois ajouter dans mon panier, ce qu'on peut voir sur un drive, ou d'identifier les prochains produits à acheter. Je suis client, j'ai une promotion chez Intermarché, quels sont les produits au sein de cette promotion qui vont être les plus intéressants pour moi. Et c'est bien le mélange, en tout cas la complexité de traitement des 11 et quelques millions de clients Intermarché et de cette adjonction avec une offre qui est relativement importante, qui permet d'avoir une offre très personnalisée, client par client. Un deuxième axe qui est intéressant pour nous, qui est très au cœur des valeurs d'Intermarché, c'est le mieux manger et l'impact de la consommation sur la santé, la société, l'environnement, et à titre individuel. Comment ma consommation personnelle, à moi consommateur, impacte ma santé, impacte mon environnement, ma consommation locale. Et c'est là où on retrouve également ce même croisement entre du client, une donnée client et une donnée produit, qu'on doit connaître de plus en plus finement. Mais comment je dois, moi, comment Intermarché doit, en tant que retailer, adapter son offre à chacun de ses clients. Vous voulez faire, vous avez des intolérances alimentaires, vous êtes par exemple intolérant au gluten, vous voulez, par défaut, ne plus voir des produits qui contiennent du gluten sur le site. On doit pouvoir vous proposer ça. Ça demande de connaître extrêmement bien les produits, ça demande de connaître extrêmement bien les clients. Et c'est la version, on va dire, personnalisée d'un score ou de quelques scores nutritifs que vous connaissez sur le marché. Et c'est une piste de développement, vous le trouverez sur nos applications et sur notre site, dans lesquelles on va vous demander à nos clients un peu plus d'informations pour pouvoir adapter la navigation de façon intégrale. Et c'est là aussi à la fois un potentiel important, ça permet de simplifier un parcours d'achat pour chacun de nos clients, et une difficulté supplémentaire qui est on manipule une responsabilité supplémentaire, on manipule des données de plus en plus importantes et précieuses pour nos clients et on doit leur restituer une valeur pour cela. Merci Étienne. Je vais me tourner vers Grégoire, justement d'un point de vue Mediarhythmics. J'imagine que sur votre stack technologique, vous faites tourner des cas d'usage que vous observez un peu en mode veille. Quels sont-ils ? Et surtout lesquels justement vous détectez des pépites, on va dire, pour les prochaines années notamment. Tous ceux qui ont déjà été évoqués, mais je ne vais pas y revenir, ça ils ont été très, très bien expliqués. Ce qu'on sent en plus, c'est la collaboration sur la data. Quand on parle de data, l'enjeu principal, ce n'est pas la qualité du data scientist ou de l'algorithme, ce n'est pas la techno qui est importante, c'est la taille de l'active data. Donc à quel point on est capable d'avoir beaucoup d'informations sur la même personne, à quel point on a une variété d'informations. Et on sait très bien aujourd'hui que les acteurs les plus valorisés en bourse sont des acteurs qui ont de quantités d'informations sur nous. Google, Facebook, Amazon, Tencent, etc. Et donc l'enjeu pour un retailer a beaucoup de data, mais il a quand même aussi un enjeu pour les cas d'usage de demain, de savoir avec qui il peut travailler de manière collaborative sans forcément donner sa data à des tiers, parce qu'on est sur des sujets sensibles, privacy, GDPR, mais comment pouvoir être dans des approches collaboratives. Et là, les dimensions sont nombreuses. Ça peut être avec ses partenaires suppliers, fournisseurs, et ça on en parlera plus tard. C'est avec aussi d'autres acteurs publicitaires, comment faire de la publicité externe, par exemple télé, ciblée. Mais ça peut être aussi avec d'autres acteurs industriels, avec potentiellement les franchises, avec les municipalités. Enfin, il y a une dimension collaboration data qui sera clé dans le combat de demain, qui se jouera quelque part un peu contre Google, Amazon, Facebook. Merci Grégoire pour ce dernier éclairage sur les cas d'usage. J'aime bien quand tu parles de collaboration, c'est un vrai sujet. Et alors pour avoir fait quelques projets aussi data auprès de différents clients et retailers, on trouve des problématiques qui reviennent, un peu ces douleurs. On parle souvent de qualité des données, on parle souvent de gouvernance, de désilotage,
de transversalité, parce que ce sont des projets globalement complexes qui vont faire intervenir des métiers, de l'IT, de la data et du financier. Et je serais justement très curieux de... Alors, une fois qu'on a posé cette équation et ces différents paramètres, enfin plutôt ces paramètres-là, comment vous avez résolu l'équation, ou du moins comment vous l'avez abordée chez Rexel? Et donc, en fait, chez Rexel, on avait déjà depuis plusieurs années une Digital Factory. Et en 2020, on a décidé de créer une Data Factory. Donc aujourd'hui, la Digital et la Data Factory accompagnent les pays dans leur projet de transformation. Donc bien sûr, Rexel travaillait avant 2020 sur la donnée. Et on avait d'ailleurs déjà créé une infrastructure technique, la Data Platform, pour accueillir les données. En 2020, on a vraiment eu un changement de cap et on s'est dit qu'on allait passer à une phase d'industrialisation de la donnée. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Les pays vont nous envoyer des données, donc ça va être des données transactionnelles, des commandes d'achat, des transactions clients, des comptes rendus de visite, ou bien des données référentielles, produits, clients, fournisseurs. Et ces données vont être intégrées par les équipes de la Data Platform. Elles vont être harmonisées, puisqu'on doit mettre en cohérence les données des différents pays, et on va en vérifier en effet la qualité. Et une fois que ces données sont intégrées à bon niveau de qualité, les équipes de data science vont pouvoir développer leur algorithme, mais on va aussi pouvoir utiliser ces données pour des solutions de reporting, des reportings internes, ou bien, comme on parlait, de partage de la donnée, des reportings vers nos clients ou vers nos fournisseurs qu'on va afficher sur nos portails digitaux. Donc, en termes d'organisation, on travaille en mode complètement agile. On a des feature teams. Donc des feature teams, c'est des équipes où on a plusieurs spécialités. Donc on va avoir des business data analysts, on va avoir des data scientists, on va avoir des gens capables de modéliser la donnée, on va avoir des UX architectes qui vont être capables d'imaginer le front de la navigation des outils, puis bien sûr des développeurs, des architectes. Et ces équipes vont produire une première version du produit, classiquement en agile, un MVP, que l'on va améliorer avec les retours des utilisateurs. Donc, par exemple, je vais vous parler de Next Best Offer. Sur la solution de Next Best Offer, on a mis un petit like pour que nos commerciaux disent est-ce qu'ils aiment ou non les recommandations. Et grâce à ce like, on a pu améliorer l'algorithme de recommandation. Ce qui est aussi très important, c'est d'accompagner sur le terrain l'adoption des outils. Et donc, on a des équipes globales qui vont travailler dans les pays pour l'adoption des solutions sur le terrain. Alors, j'ai évoqué le fait que Rexel, on est une entreprise sur 3 géographies. Donc, on a ce qu'on appelle une organisation Follow the Sun. Donc, on a des équipes internationales, donc plus de 200 personnes qui vont travailler sur les différentes géographies autour de la data. Donc, on a des équipes à la fois en interne, des contracteurs, des équipes en offshore, donc en Australie, en Inde, en France, aux États-Unis, au Canada, qui vont tous travailler sur ces projets. Et donc, un des challenges, bien sûr, que l'on a, c'est d'être capable de recruter les meilleurs talents mondiaux et de les garder. Et pour cela, on a des partenariats, on investit beaucoup sur la recherche. Et par exemple, on est partenaire de iParis, qui est un rapprochement de Polytechnique et d'HEC. Et on est partenaire avec Capgemini, d'ailleurs, sur cette initiative. Merci beaucoup, Anne-Brice. Et justement, je me tourne vers Marion. Toi qui gères notre centre de compétences Data IA et qui en a vu des belles histoires et aussi des possibles écueils à anticiper chez les différents clients. Justement, en bonne pratique, qu'est-ce que tu voudrais partager ici avec nous d'un point de vue gouvernance, organisation? Alors je pense que le premier point, c'est ce que vient d'expliquer Anne-Brice, c'est identifier le modèle opérationnel pour travailler autour de la donnée. Il y a plusieurs modèles qui existent chez nos clients. Il faut trouver celui qui est le plus adapté à la culture de l'entreprise, à l'organisation en tant que telle de l'entreprise, etc. On va distinguer en gros trois grands types de modèles. Il y a des modèles très très centralisés où c'est une équipe centrale qui collecte la donnée, va la traiter, la stocker, l'utiliser, va développer les algos, va s'occuper de déployer les cas d'usage dans les différentes branches, géographies, pays, ça dépend des modèles d'organisation, donc des modèles très très centralisés. Il y a des modèles qu'on appelle un peu plus hub and spoke, où il y a des équipes centrales qui délivrent des cas d'usage qui sont bénéfiques pour le plus grand nombre, mais qui laissent quand même aussi la liberté, c'est important de trouver cet équilibre entre le local et le global. Comment on laisse la place à l'initiative locale et comment on s'assure, dans une organisation quand même un peu hub, centralisée, de leverager des initiatives locales, de les répliquer là où c'est utile de les répliquer, mais de fournir suffisamment d'agilité, on va dire, aux équipes locales pour développer des cas d'usage qui sont pertinents pour leur marché, qui peuvent être très spécifiques
spécifiques à leur marché aussi. Et puis après, on a des modèles un peu, le troisième grand pan, on va dire, c'est des modèles où on a plus une équipe assez restreinte de data en centrale qui va travailler sur cette partie MVP que mentionnait Anne-Brice tout à l'heure. Et qui va développer des MVP, mais après qui relaisse la main à des équipes DSI plus classiques pour déployer les cas d'usage. Et à ce moment-là, on a une gouvernance de la donnée qui est souvent plus répartie, on va dire. Voilà. Donc chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. La question, c'est la façon dont c'est organisé, donc c'est calé par rapport à l'entreprise. Le sujet de l'acculturation est hyper important. L'acculturation, elle vaut pour les compétences techniques, bien sûr. Il faut investir sur les talents, savoir exploiter ces données, la valoriser, mais il faut aussi accompagner les équipes métiers et puis les différents pays, quand il y a une organisation en pays, sur comment on utilise vraiment la donnée, comment on valorise ce patrimoine de données, comment on valorise la donnée comme un asset business de l'entreprise. Et donc ça nécessite, et c'est presque l'effort le plus dur, je trouve, en fait, aujourd'hui, cette acculturation des métiers, dont c'est pas le métier de base forcément, et de comprendre vraiment ce qu'on peut tirer de la donnée. Et je pense que le dernier point, il est, bon, bien évidemment, pour que ça marche, il faut quand même qu'il y ait un sponsorship vraiment fort du top management de l'entreprise, et c'était le cas au début chez Rexel, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais pour se lancer dans une transformation de cette nature, c'est important, parce que sinon, les expérimentations vont rester des expérimentations, les cas d'usage vont rester à la maille d'un pays, d'une petite... d'un département, etc. Et finalement, l'entreprise n'en tire pas le bénéfice attendu et rate une partie de ce qu'elle pourrait tirer comme valeur de ces données. Merci beaucoup, Marion. Je me tourne vers Grégoire, peut-être, justement sur ces sujets de collaboration et de sponsorship. Tu en as fait, j'imagine, des projets. Et je pense que MediaRhythmics, c'est une belle plateforme de data marketing qui a touché des livraisons de produits. Est-ce que justement tu peux nous en dire un peu plus sur les produits que vous avez pu lancer, mais surtout ce niveau de sponsorship entrevu? On va avoir des clients qui ont plein d'organisations différentes, c'est à nous de nous adapter. Un point qui est super important, c'est quel est le contrôle de la chaîne de valeur de nos clients. Pour nous, c'est super important qu'à la fin, sur un sujet aussi stratégique que la data, nos clients puissent se dire, c'est ma data, c'est mes cas d'usage, c'est ma stratégie, et je suis indépendant là-dessus. Donc nous, notre positionnement, ça va plutôt être de dire on apporte une technologie, et avec les bonnes personnes, avec les bons cas d'usage, on va réussir à séquencer et à itérer. Les cas d'usage, ça peut être très différent. Tout à l'heure, on parlait d'Alliance Data, je parlais d'un acteur, d'une famille, un écosystème de familles dans le Nord. Typiquement, même si ils ont lancé le projet Values, qui permet de fédérer une initiative data entre enseignes sans pour autant se partager leurs données. Donc c'est des projets super intéressants qui bénéficient à l'ensemble de l'écosystème. On va avoir des clients qui vont avoir plein de cas d'usage différents et quelque part, leur besoin, c'est de se dire il y a un travail amont de définition de l'architecture data et ce qui est super important après, c'est d'arriver à être sur des temps courts entre le moment où on a une idée et le moment où on lance. Donc une fois que l'architecture est là, qu'elle puisse être évolutive, au-delà des modes, parce que quelque part, je pense qu'il n'y a personne de Gartner dans la salle ou Forrester, le métier de ces gens-là, c'est faire des modes. Donc, essayer de sortir des modes, DMP, CDP, trucs, machin, acronyme à 3 lettres, pour vraiment réfléchir à quelque chose qui tienne la route sur le long terme, pour pouvoir vous dire, quand vous avez une idée le matin, comment, en peu de temps, avec les bonnes personnes, en interne ou en externe, vous pouvez tester des cas d'usage. Et la seule façon de faire, c'est d'être sur des temps courts, en pouvant vous tromper et recommencer. Et pour ça, il faut des technologies souples, avec bien sûr aussi des gens agiles, en interne ou en externe. Merci Grégoire pour ce témoignage. J'aime beaucoup justement cette image où il ne suffit pas juste de mettre de la data à un endroit et ça va se faire tout seul, même si, et on le verra sur le volet technologique, c'est déjà un challenge de le faire. Et cette notion de sponsorship, qui effectivement on peut la mettre au même endroit, mais si les métiers et si la gouvernance n'est pas alignée pour l'utiliser à bon escient, on n'y arrivera pas forcément. Alors, je ne vous apprends rien en disant qu'on est au salon Tech for Retail, donc on va aborder un volet un peu plus technologique. Je fais confiance à mes amis ici pour aussi vulgariser et en parler dans les grandes lignes. Justement, je pose une question très bête. J'ai envie de commencer demain sur ces sujets. Qu'est-ce que je dois mettre en place comme technologie? J'espère que tu as déjà un bout de la technologie, mais bon... alors, ce que je vous ai dit en toute introduction, notre rôle, c'est aussi d'accompagner nos clients dans justement cette capacité à scaler la valorisation de la donnée. Et du coup, la première action, c'est un peu de désiloter la donnée. Mais il faut désiloter la donnée sans en faire quelque chose de trop centralisé, trop lourd. C'est le même concept que pour les organisations. Parce que tout va très vite aujourd'hui. Il faut des plateformes qui soient aussi agiles que l'est le besoin business et que l'est le marché.
Nous, on distingue 3 grandes catégories de technologies, on va dire, sur tout cet enjeu data et intelligence artificielle pour aller transformer les retailers en ce qui nous concerne aujourd'hui. Le premier, c'est ce qu'on appelle le cœur des data platforms, c'est tout ce qui va permettre d'ingérer, de stocker la donnée, mais surtout de la traiter, de la mettre en qualité, de la préparer, de la mettre à disposition en fonction de l'usage. On voit que sur des plateformes, on fait de l'analytics aussi bien que de l'IA, mais on ne va pas préparer la donnée de la même manière si on veut en faire un cas d'usage de data science ou si on veut en faire un cas d'usage d'analytics. Donc on a le cœur de ces plateformes qui est vraiment toute cette chaîne de traitement et de préparation. Après, il y a toutes les technologies qui permettent d'utiliser ces données préparées, on va dire, pour développer des algos de data science, pour visualiser les résultats, pour développer des applications avec des IHM particulières qui correspondent au cas d'usage qu'on est en train de traiter et qui vont valoriser aussi les algos d'IA quand on fait de l'IA, qui peuvent accompagner un nouveau service pour un client, qui peuvent accompagner des cas d'usage comme le churn ou mettre à disposition de la donnée vis-à-vis de ses fournisseurs. Bon, il y a tellement de cas d'usage que voilà. Donc il faut trouver des technologies qui vont correspondre aux typologies de cas d'usage que vous voulez développer, mais qui vont être aussi suffisamment agiles pour évoluer rapidement. Parce que ces plateformes évoluent très vite et il faut en garder la maîtrise et être en capacité de rendre vos deliveries agiles. Donc on va parler aujourd'hui de concepts comme le data mesh, créer des data products pour être en capacité de travailler sur des petits domaines de données qui ne nécessitent pas d'avoir toutes les données de l'entreprise disponibles pour y arriver, parce que sinon c'est du coup trop centralisé pour être suffisamment agile. Ce qui fait que le dernier pan des technologies qu'il faut veiller à mettre en œuvre, c'est tout ce qui va toucher à la data gouvernance. Quand on parle de data gouvernance, on va parler de référentiels, de MDM, qui sont des choses qu'on connaît plus classiquement, mais on va parler aussi de data lineage. Quand je gère cette donnée, il faut que je sois capable de retracer tout son cycle de vie au sein de mon système d'information, comment elle a évolué, comment elle a été traitée, etc. Pour acculturer, pour m'assurer de l'adoption de mes métiers, il faut que je mette en place des business glossaries, que j'aide les métiers à comprendre de quel type de données, ils ont à disposition. Il faut que je parle de data privacy, il faut que je parle de sécurité, il faut que je parle de confiance sur la data, il faut que je parle de sustainability. Donc, voilà. Donc il y a tout un ensemble d'outils qu'il faut mettre en place. Tout ça, c'est rarement fourni par un seul même acteur technologique, donc il faut être en capacité de trouver le meilleur rationnel qui suive aussi la stratégie IT de l'entreprise. Merci Marion. Je me tourne vers Grégoire, justement Médiarhythmics. Tu en as parlé un peu justement sur le cœur fonctionnel de fonctionnalité que vous portez. Comment ça s'insère justement dans cet écosystème technologique et votre proposition là-dessus? Nous, on va être sur la complexité du croisement des données chaudes et des données froides. Quand on parle de data client, une grosse partie, c'est de la communication avec les millions de clients que le retailer peut avoir. La communication qui c'est souvent en temps réel. Je suis sur le site, je suis en magasin, j'ai mon appli. Et pour ça, du coup, on peut être bêtement faire juste des réflexes. Je fais quelque chose, réagir en temps réel, mais sans mobiliser l'intelligence froide. On peut être sur des temps longs avec des emails et des data lakes, ou on peut essayer de faire les deux. Et c'est là où je pense qu'il faut arrêter de poser la communication temps chaud sans intelligence avec tout le potentiel de l'IA et des data lakes sur des choses qui sont plutôt historiquement sur de la communication froide. Quand nous on communique, vraiment on intègre l'historique, les apprentissages qu'on a pu avoir et tous les signaux des 5 sens qu'on peut avoir. Et donc, moi, ma partie sur laquelle je suis, c'est ce système nerveux. Comment je peux mobiliser une intelligence qui est souvent composée par les équipes internes, les data scientists, le data lake, et le mettre en relation avec tous les signaux chauds que je peux avoir d'un client, d'un prospect, qui est sur mon site, qui est en magasin, auquel il faut que j'envoie un message personnalisé, et si possible dans la seconde. Et je pense vraiment que le système nerveux, là, et un point clé. Donc le système nerveux, il a plein de noms. Historiquement, il y a très longtemps, on appelait ça DMP. C'est plus du tout à la mode et il y a eu quelques dérives. Les gens parlent beaucoup maintenant de CDP, Customer Data Platform. Peu importe les acronymes, ce qu'il faut, c'est être capable de dire à un instant T, je suis capable d'avoir l'ensemble des informations sur un prospect, un client, l'ensemble de ses identifiants, d'être compliant avec les juridictions sur est-ce que j'ai bien les consentements, est-ce que je sais tracer d'où ça vient, est-ce que je sais faire les oppositions, etc. Pour mobiliser l'ensemble des canaux. Et souvent en appelant toute l'intelligence qui a été faite par d'autres équipes sur le data lake. Comment je peux envoyer la meilleure offre, le meilleur produit, le meilleur canal. Donc c'est bien le croisement de ce monde chaud et froid, j'ai le masque, désolé, j'y arrive pas, qui tombe, qui fait qu'on peut être efficace.
Sans oublier de redescendre tout ce que tu auras fait vers le data lake pour des usages ultérieurs. J'aime beaucoup les complémentarités que vous citez justement entre ces données froides et ces données chaudes et ces sujets d'activation, hein, d'aller jusqu'à l'impact vente, marketing. Maintenant, je vais me tourner vers Étienne. Alors, tu as dû acheter des technologies. Quelles pratiques, ou en tout cas quels éclairages tu peux nous apporter sur ce que tu vois et comment ça évolue surtout? Alors, la première chose, et je pense qu'on est au bon endroit pour le dire, c'est que ça bouge très vite. Alors nous, on travaille depuis un certain temps avec Microsoft sur la partie cloud, sur les parties traitement de données. Les choix qu'on a fait il y a 2 ans et demi ne sont plus du tout les mêmes que ceux qu'on fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a gagné en maturité, le marché a gagné en maturité, les compétences ont pas mal changé. Et il y a 2 ans et demi, alors Intermarché était plutôt en retard parmi ses pairs. Il y a 2 ans et demi, on faisait des POC d'algorithmes dans un petit coin. Alors ça mobilisait beaucoup de données froides, jamais de données chaudes parce que c'est très dur à amener en live sur un algorithme. Et puis ça permettait de faire un bricolage d'une certaine façon, où un data scientist, quelle que soit sa compétence, arrive à prendre un dataset, le traiter dans un environnement cloud où il a à peu près toutes les ressources du monde à sa disposition et sortir un résultat qui va séduire un dirigeant. Et maintenant, on est dans un monde où on ne peut plus se contenter de ça, parce que le POC il a fait son temps, parce que le passage à l'échelle est roi, et parce que tant qu'on ne passe pas à l'échelle, on ne capte pas 99% de la valeur. Et donc arriver à faire cette synthèse données froides, données chaudes, que mentionnait Grégoire, ou simplement arriver à passer de je traite les données d'un magasin à les données de 11 millions de clients, c'est un challenge techno qui est un petit peu différent. On se dit il faut organiser différemment de données. Là encore, le données froides, données chaudes permet de conceptualiser assez simplement que c'est 2 types de stockage différents, c'est 2 types d'accès différents technologiquement parlant, et c'est parfois 2 types de personnes différents. Ce ne sera pas les mêmes choix d'algorithmes et les mêmes compétences à mobiliser pour faire un cas d'usage données froides. J'ai envie de prédire à la fin de chaque semaine la valeur de mon parc client, ou un cas données chaudes. Je veux indiquer à un client dans un magasin, au moment où il flash un produit, que oui, il peut acheter ce produit. Et potentiellement, il l'a déjà acheté la semaine dernière et il a un peu de stock résiduel chez lui, donc c'est peut-être pas la peine qu'il achète tout de suite. Et ça, c'est purement hypothétique. Ça m'aiderait beaucoup à titre personnel. Ça peut aider certains, qui ont parfois des trous de mémoire, mais c'est un cas hypothétique, mais qui mobilise bien les deux. J'ai une connaissance historique, j'ai un acte immédiatement et je dois prendre ma décision immédiatement. C'est quelque chose qu'on fait en électronique depuis 40 ans et qui passe dans un monde de la data maintenant. Et ce challenge techno, il mobilise des compétences, des supports techno que n'ont généralement pas les retailers, ou les ont, mais elles sont relativement rares, et où il faut arriver à intéresser, garder, stimuler ces people. Le challenge de recrutement que tu mentionnais tout à l'heure est le même à peu près partout. Certains acteurs, un MediaRhythmics, un Microsoft, vont fournir des capacités, et il faut réellement arriver à les intégrer au cœur des modèles IT ou techno des retailers, et c'est notre enjeu maintenant, c'est cette intégration ou cette maîtrise complète de chaîne. C'est ce qui n'exclut pas des collaborations, mais qui nécessite qu'on récupère des compétences qu'on n'a pas historiquement. Merci Étienne. Alors il nous reste une dizaine de minutes pour aborder un dernier sujet tout aussi passionnant autour du partage de données, du data sharing et de leur monétisation. Alors, je sais que MediaRhythmics a été justement une des technologies un peu précurseurs sur les alliances de données. Tu pourras citer Gravity, ce que vous faites notamment l'écosystème Mullier. Et si tu devais partager une forme de définition justement de qu'est-ce que la monétisation de données, voire monétisation de services, on a eu des débats là-dessus en interne, en préparatif. Et justement, quel potentiel tu perçois, et est-ce que les boîtes arrivent justement à tirer pleinement parti de ce potentiel? Dans une vie passée, je faisais du conseil, mais pas aussi bien que Capgemini. Et du coup, on passait notre temps à consulter les retailers sur comment faire aussi bien qu'Amazon. En ayant complètement oublié un truc, c'est comment Amazon se faisait sa marge. Et à l'époque, maintenant c'est plus visible, il y avait une ligne qui s'appelait MISC dans le PNL d'Amazon, qui était justement Amazon Advertising, Amazon Marketing. Et les gens, pas mal de retailers ont mis des plombes à comprendre que cette ligne représentait peu de chiffre d'affaires, mais représentait quasiment 40-50% de la marge d'Amazon. Le retail média, c'est quoi? C'est comment un retailer peut faire, en plus de son métier classique c'est de vendre des produits à des gens, comment un retailer peut faire un autre métier, mais le même métier quelque part, c'est comment aider ses fournisseurs à pousser les bons produits aux bonnes personnes. Et donc, la régie me fait des signes. Et donc, du coup,
c'est comment on va aider son fournisseur. Je suis Fnac Darty, Bosch ou Samsung est un fournisseur. Comment je vais les aider à trouver les bons fournisseurs, pousser les bonnes publicités avant le parcours d'achat, pendant le parcours d'achat, aux bonnes personnes, mesurer les faits et tout ça. Et donc du coup, nous, on va travailler pour des acteurs comme Cdiscount Advertising, comme Fnac Darty, d'autres acteurs, showroom privés par exemple, pour les aider avec du coup une grande variété de cas d'usage sur qu'est-ce que je fais sur mon site, qu'est-ce que je fais en dehors de mon site. Mais ce que je dis moi, je pense que c'est la même chose que ce que vous pouvez faire et vous en parlerez. Et du coup, nous, à la fin, on a des clients qui ont plein d'idées, qui peuvent avoir des actifs d'ailleurs qui sont supérieurs, et je pense que c'est exactement le cas chez Intermarché ou chez Rexel, à Amazon, parce que du coup, ils maîtrisent le point de vente. Et c'est quand même génial de pouvoir maîtriser le point de vente, Amazon ne le fait pas. Et du coup, il y a plein d'idées à faire. Et c'est un secteur qui est super passionnant. Et du coup, nous, MediaRhythmix, on va arriver en étant une infrastructure qui a toutes les données, pour que nos clients, quand ils ont une idée le lundi matin, peut-être pas le vendredi soir, mais en tous les cas, les quelques semaines après, on puisse tester le cas d'usage et voir si ça crée de la valeur pour le fournisseur. Merci Grégoire. Je vais me tourner vers Étienne. Tu as pris de nouvelles responsabilités il y a quelques mois. Est-ce que tu peux nous en parler justement sur ce sujet de monétisation et tes nouvelles responsabilités? L'enjeu qu'on a et qu'ont tous les distributeurs, c'est comment j'arrive à changer de métier un petit peu, en gardant un métier historique qui est vendre des produits à des clients, mais disant qu'est-ce que je peux avoir comme produit additionnel ou comme valeur additionnelle sur un marché. La data est une de ces valeurs historiques des retailers. Un retailer qui l'a très bien fait et qui le fait depuis 25 ans, c'est Walmart. Il fait ça, il l'a intégré dans sa chaîne de valeur depuis assez longtemps. Amazon a un peu copié dans un modèle plus digital, mais c'est vraiment ça. Et donc la question qu'on va se poser chez Intermarché, et puis vu les stands, on n'est pas tout à fait les seuls à se poser cette question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de nos données. On a deux forces en tant que retailer. La première, c'est qu'on voit réellement les clients. Et puis la deuxième, c'est qu'on a un métier très physique qui reste quand même si on est dans un monde un peu confiné, un peu digitalisé, on reste un monde où le physique est important. Et donc on va avoir des sujets qui sont comment, ce qui était dans des études il y a quelques temps, je fais du research online, du purchase offline, comment je vais mesurer réellement ça. Quelqu'un qui a été exposé à une bannière sur son site, qui est venu en point de vente. Et comment ça va me permettre de valoriser un peu différemment des inventaires. Donc c'est ajouter une captation de données digitales à une captation de données physiques, un capteur qui permet de mesurer si quelqu'un qui a vu une pub sur son mobile est effectivement passé en magasin. Ça, c'est un premier levier et qui est une partie extrêmement importante, intéressante, c'est comment je cumule une force historique qui est un ancrage dans ce qui s'appelle chez Intermarché poétiquement le carrelage. Je vais dans mon magasin faire mes courses à un monde un peu plus digital. Le deuxième, c'est comment notre connaissance de nos clients, de notre chaîne de valeur, de notre chaîne logistique peut aider nos fournisseurs industriels à améliorer leur activité. Comment un partage de données sur de la logistique permet d'améliorer l'ensemble du schéma et de faire en sorte que chacun des acteurs, d'un fournisseur qui produit, transporte jusqu'à un certain point ses produits, les confie à Intermarché qui doit les transporter jusqu'au point de vente, jusqu'au caddie du client, comment cette chaîne se passe sans couture et sans rupture pour le client. Et ça, c'est un enjeu commun distribution qui est fournisseur plus retailer, comment on arrive à collaborer sur cet écosystème complet de façon à avoir le moins de rupture possible pour nos clients. Le dernier point, et c'est le métier de MediaRhythmix, Grégoire en parle toujours beaucoup mieux que moi, mais c'est comment on s'adresse à nos clients de façon personnalisée dans un monde digital. Alors, il y a un stand Relevancy qui fait ça relativement bien aussi. Intermarché et Casino se sont associés il y a quelques mois sur le sujet qui est comment je mets en commun des inventaires médias pour les exposer au plus grand nombre et personnaliser, m'appuyer sur des données un peu plus vastes et faire en sorte que ma connaissance de mes clients m'aide à commercialiser de façon intéressante des bannières sur l'ensemble des sites, Intermarché et Casino, et puis parfois aller jusqu'à cibler de la promotion de la part d'un fournisseur, je veux adresser tel public jusqu'à un certain nombre de clients par le biais des distributeurs. Je fais une toute petite remarque sur ce qu'a dit Étienne. Il a parlé de la valeur qu'il apporte, mais il n'a pas dit monétisation de la data. Je pense que souvent le sujet retail média a mal été abordé parce que les gens se sont imaginés qu'on allait vendre au kilo de la data. Et je vais prendre un parallèle, le parallèle de l'or. Quand on est hors pailleur à Madagascar, on ne gagne pas beaucoup. Quand on vend des bijoux Place Vendôme, on gagne beaucoup plus. Ce dont a parlé Étienne, ce qu'ils sont en train de faire chez Intermarché, c'est un vrai rôle, une vraie valeur complète qui va servir les fournisseurs. La data est un des éléments super importants, mais c'est qu'un des actifs
de la proposition globale qu'Intermarché propose. Merci Grégoire. Je vais me tourner vers Anne-Brice, justement. On a parlé de ces sujets de partage, de valorisation de la donnée côté B2C, mais j'imagine que côté B2B, c'est aussi un sujet que vous avez abordé. Oui, c'est un sujet qui est d'actualité. Je peux vous citer l'exemple d'un nouveau service qu'on a développé auprès de nos fournisseurs. On appelle ça le Supplier Portail. Donc ça, historiquement, on a démarré en faisant une enquête en 2019 auprès de nos fournisseurs stratégiques pour comprendre quel type de service les fournisseurs attendaient d'un distributeur comme Rexel. Et sur la base du résultat de cette enquête, on a développé un outil innovant qui permet d'offrir une offre de service autour de la data. Donc, concrètement, les fournisseurs vont sur un portail et peuvent avoir accès à des analytiques qui leur permettent de comprendre leur performance, donc par type de produit, par type de client, parce qu'on a différents marchés, différents segments de clients. J'expliquais tout à l'heure, on segmentait de clients, donc on peut communiquer par type de segment de clients, par canal, donc sur les différents canaux de distribution que l'on peut avoir. Et les fournisseurs, on leur fournit un indice de benchmark, donc ça leur permet de se comparer par rapport aux autres fournisseurs. Donc ce portail a été lancé au début de cette année pour nos fournisseurs globaux et plus récemment en France pour les fournisseurs français. Et on est en train de le déployer sur l'ensemble de nos pays. Et ce qui est intéressant en fait sur ce portail, déjà c'est que ça montre que Rexel, on travaille avec nos fournisseurs pour digitaliser notre relation. On passe par du digital, on ne s'envoie plus des papiers. Donc voilà, on digitalise ensemble notre relation. Et un deuxième point important, c'est qu'en effet, ça montre vraiment un shift dans la relation entre le distributeur et le fournisseur, une nouvelle façon d'engager, de se positionner et de travailler ensemble sur du co-marketing. Merci Anne-Brice. Et je vais me tourner vers Marion, justement, si elle peut nous apporter quelques compléments sur ces sujets d'écosystème de données. Alors juste très rapidement, je pense, pour partager une tendance qui commence à émerger, parce qu'on parle beaucoup de collaboration et de partenariat dans la chaîne traditionnelle, on va dire, du fournisseur, du retailer et du consommateur. Il y a pas mal d'initiatives qui commencent à se développer autour de partenariats entre les acteurs télécoms et les retailers, par exemple pour exploiter la donnée télécom à des fins de détermination du meilleur emplacement des magasins, etc. Des partenariats entre des constructeurs automobiles de voitures connectées et des retailers. Alors, dans le même objectif pour le retailer, pour savoir exactement où se passe le trafic et se positionner au bon endroit. Il y a un motto qui est souvent utilisé dans le retailer, c'est « Be where the traffic is » pour capter vos consommateurs. Et en échange, les constructeurs automobiles, dans leurs voitures ultra connectées, peuvent créer des nouveaux services auprès des consommateurs, justement, pour améliorer leur quotidien, etc. Donc, c'est des modèles de partenariat qui sortent d'une chaîne de distribution assez traditionnelle et qui commencent à beaucoup se développer. Et on voit ça dans tous les secteurs, mais c'est vrai que le retail, je pense, est un peu en avance dans la création de ces nouveaux modèles de partenariat, ce qu'on appelle, nous, au sens large, Collaborative Data Ecosystem, qui nécessite, d'un point de vue technologique, parce que je vais redevenir à la techno, des modèles, des technologies qui permettent de faire du data sharing, de ne pas forcément se donner la donnée, je n'ai pas trouvé bon mot, mais d'être en capacité de faire ce qu'on appelle, par exemple, en intelligence artificielle, du federated learning, comment vous allez développer des algos qui vont tourner sur cette fois-ci des silos de données qui sont accessibles pour faire tourner les algos, tout en restant sous la maîtrise de chacun des acteurs. Ouais. Merci Marion. Alors on arrive quasiment au bout de cette première partie de table ronde, avant de laisser la place aux questions-réponses. Pour finir, dans un mois, on passe la nouvelle année, 2022. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Je vais commencer par Grégoire et on continuera en ce sens. Que les choses continuent, puis que l'écosystème français et européen arrive à montrer qu'on sait faire des choses at scale, qui méritent autant d'applaudissements et autant de succès que les grandes plateformes américaines et chinoises. Moi, je vais compléter ce que dit Grégoire, je suis tout à fait d'accord. Non, mais on a les compétences technologiques, on a les compétences métiers, le retail est quand même assez haut dans le retail français, pardon, sur la place globale. Il faut juste qu'on accélère un peu dans cette maîtrise de la donnée et la capacité de ce qu'on a tous à en tirer. Pour Noël, moi j'aimerais bien un lot de compétences data monstrueux qui arrive sur le marché. Je pense sans dire qu'on a un retard sur d'autres pays, je pense que c'est un des enjeux clés et on se tire la bourre. Alors peut-être
pas tous directement autour de cette table, mais sur un marché de compétences qui est difficile et où un peu d'air nous aiderait beaucoup. Moi, je pense qu'on aura réussi l'année 22. Déjà, si on a déployé complètement les cas d'usage, hein, donc à la fois qui sont complètement adaptés, puis qu'on arrive à les déployer sur l'ensemble de nos marchés. Et puis, et c'est sans doute le plus important, en fait, aujourd'hui, le digital, la data, ça fait déjà partie de la vie quotidienne de nos collaborateurs, mais il faut vraiment que tout le monde soit convaincu que c'est un levier de croissance. C'est vraiment une acculturation hein, qui est très importante pour tous. C'est comme ça qu'on fera changer les mentalités et que finalement, naturellement, les process vont être pilotés par la data. Et donc, on travaille vraiment à diffuser cette culture globale de la data. Et il faut que l'année 22 soit un succès là-dessus. Merci à tous. Donc, j'espère vraiment que 2022, il y aura des aventures aussi riches, justement, en projets et en réalisation. Il nous reste une quinzaine de minutes, donc c'est le temps des questions-réponses. Voilà, donc une personne qui voudrait se jeter à l'eau pour une première question, ce sera avec plaisir. Super. Pour démarrer finalement ces use cases, ce data-driven dans une entreprise, aujourd'hui en tout cas pour ce qui me concerne, on a deux visions. Alors, je ne sais pas si elles s'opposent. En tout cas, elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Et j'aurais bien aimé avoir un feedback de votre part. On a d'un côté parfois le métier qui dit donne-moi toutes les données. Je ne sais pas trop bien ce que je vais en faire, mais donne-moi tout. Et es-tu capable, toi, Dozy, de me les donner toutes? Et de l'autre côté, moi, j'ai plutôt la conviction qu'il faut des cas d'usage. Et qu'on ne peut pas mettre à disposition toute la donnée à tout le monde, d'abord pour des questions de performance, et puis parce qu'on va perdre trop de temps, et que je pense qu'il faut réfléchir un tout petit peu avant, non pas à ce qu'on veut trouver, mais à quelles questions on veut répondre en fait, et du coup pouvoir lui donner une masse de données qui est déjà présélectionnée, et surtout pour accompagner le gain derrière, la récupération du gain. Qu'est-ce que vous en pensez et quels sont vos conseils sur cette partie-là? Alors, je peux prendre une première partie de la réponse, puis après... donc, c'est forcément un écueil que beaucoup d'entreprises rencontrent. Je pense que il n'y a pas de solution miracle, mais la bonne solution, c'est bien évidemment d'arriver à se faire se rencontrer les acteurs business et les acteurs IT qui maîtrisent la donnée, enfin, en tout cas, qui l'exploitent aujourd'hui. Bien évidemment... C'est une question de collaboration. Alors cette fois-ci de collaboration entre le business et l'IT, c'est un écueil qu'on a beaucoup rencontré au début des transformations digitales. Il y a quelques entreprises, alors des grands CPGs qui mettent en place des systèmes d'espaces de workshop où les acteurs qui maîtrisent, alors les data factory ou en tout cas ceux qui maîtrisent la donnée vont accompagner le business justement dans la découverte de ce patrimoine de données et dans la définition, l'idéation de cas d'usage. Mais au-delà de l'idéation, il faut être aussi capable de les accompagner dans la mesure de la valeur parce qu'ils peuvent avoir beaucoup d'idées. Des fois, elles ne sont pas faisables parce qu'on n'a pas le bon patrimoine de données, ou on n'a pas les bons assets de données, ou elle n'est pas de bonne qualité, ou il en manque. Enfin, il y a plein de raisons. Il faut justement arriver de manière collaborative dans des systèmes de workshop, d'accompagnement, donc des méthodos à créer au sein de votre entreprise pour gérer ce cycle d'idéation, de value assessment et de qualification, on va dire, des différents cas d'usage que vous pouvez être amené à développer pour eux. Je dirais, chez Intermarché, on a fait un peu les deux dans les méthodes décrites, à savoir, avoir des cas d'usage, parce que c'est ce qui permet d'avoir du financement. C'est simple, je veux personnaliser l'offre dans chacun de mes magasins. On n'est pas les seuls à avoir choisi ce cas d'usage, on n'est pas les seuls à s'être cassé les dents dessus quelquefois, mais je veux personnaliser l'offre dans mon magasin à ma zone de chalandise. Ça permet d'avoir un buy-in fort et puis d'identifier un premier patrimoine de données. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Et si on court toujours après les données, au moment où on lance les cas d'usage, on est très long dans notre réponse, dans une réponse d'une équipe data, d'une data factory près des métiers, parce que aller chercher la bonne donnée dans un SI qui soit simple ou complexe, ça peut prendre du temps. Et donc, il faut arriver à avoir ce mix de j'ai un cas d'usage, mais j'ai aussi, je sais que je vais aller chercher mon patrimoine de données et en couvrir la majeure partie.
Et c'est un exercice d'équilibrisme, mais il faut arriver à se ménager les deux dans le fonctionnement, sinon on risque plutôt de tomber dans, on va dire, le trou d'air. J'ai fini mon cas d'usage, il est parfait, qu'est-ce que je fais? Et deuxième point, qui est important dans les cycles projets et qui est compliqué à faire selon les modes d'organisation des SI ou des organisations entre une DOSI, un métier, une MOA, etc. C'est très dur, en particulier sur de la donnée client, de faire une recette avec autre chose que des données qui sont de la prod. Et ça, c'est un truc que dans certaines DSI, on ne comprend pas immédiatement, mais qui est je veux faire une recette, mais tu peux faire une recette avec des données factices. Maintenant, en fait, quand je veux envoyer un message à un client, j'ai besoin que ce soit un vrai client. Si c'est un faux client, il m'intéresse beaucoup moins. Et donc, il faut arriver, et ça, c'est le troisième point, je veux faire un cas d'usage, je veux qu'il arrive en prod, et en même temps, à côté, je veux continuer à approvisionner mon patrimoine de données pour être sûr que je n'ai pas de trou d'air. J'aime beaucoup cette question, je suis d'accord avec les deux précédentes réponses, et je pense vraiment que les deux excès sont très dangereux. L'excès d'un énorme projet data qui va recréer un nouveau silo dans une organisation et déboucher potentiellement sur rien, mais je crois aussi au méfait de l'excès inverse de je n'implique pas la 2I, je n'implique pas les architectes, et je prends des pain points SaaS solutions. Ah bah tiens, j'ai une solution qui fait ça, j'ai une solution qui fait ça. À la fin, on se retrouve avec un peu une sorte d'arche de Noé de solutions qui ne parlent pas ensemble. Donc la vérité, comme les deux réponses précédentes ont été bien dites, c'est bien au milieu, définir une architecture qui sache tenir la durée et qui sache faire qu'on sait itérer sur des cas d'usage, même si tout n'est pas parfait. Merci Grégoire. Une autre question, oui. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est peut-être une question piège, je suis désolé. Selon vous, effectivement, c'est complexe d'adresser des sujets data. Vous avez parlé d'investissement, que ce soit humain en termes de ressources ou même en termes d'équipement technologique. Donc, selon vous, à partir de quelle taille d'entreprise il est intéressant justement de se projeter sur de tels sujets? Pour avoir un retour sur investissement, bien sûr. À chaud, moi je parlerais de taille de l'actif data. Typiquement, un showroom privé est petit en chiffre d'affaires. Par contre, ils ont 10 millions de clients qui viennent même plus que ça, je crois, qui viennent tous les matins. Et donc, c'est un bel actif data. En chiffre d'affaires, c'est voilà. En complément, je dirais qu'en vrai, je pense que c'est beaucoup plus facile pour les petites entreprises d'être très rapidement data-driven. La lourdeur de l'organisation à transformer, l'acculturation, la transformation sont forcément bien plus apportées. Donc en fait, l'investissement est bien moindre, en tout cas moins compliqué à opérer dans une petite entreprise que dans une très grosse. Je ne suis pas sûr que ce soit une question de taille en fait. Je me permettrais d'apporter un complément. Là, on raisonne en taille d'entreprise. On a plutôt tendance à raisonner en termes de valeur et qu'est-ce que je peux aller chercher en incrément de business, en revenus ou en coûts. Et que ce soit une petite ou une grande entreprise, il y a cette capacité, ce potentiel de gisement de valeur. Ça, c'est le premier point, donc plutôt valeur. Le deuxième, on sait que le premier cas d'usage va coûter plus cher que les autres. Parce qu'il y a tout cet invest un peu d'infrastructure, compétences. Donc on sait que le premier cas d'usage, non seulement il va essuyer des plâtres, parce qu'il faut vivre, il faut essayer, personne n'a réussi du premier coup parfaitement. Donc, plutôt se dire, je me projette sur un premier cas d'usage qui va m'apporter suffisamment de valeur, et c'est ce que disait Étienne, mais déjà envisager le pipe, parce que le ROI de ce type de projet sur un seul cas d'usage est dur à aller chercher. Et ça, on ne va pas se le cacher. Et ça, c'est un deuxième point. Et le troisième, c'est que... c'est comment je mets en place cet aspect de pilotage de la valeur. En fait, on va justifier de l'invest par la valeur qu'on apporte. Et c'est toute une mécanique qu'on a pu évoquer sur les sujets organisation et gouvernance notamment. Et pour compléter, mais en étant totalement raccord, il n'y a pas une taille d'entreprise parce que chaque taille les investissements vont être relativement proportionnels. Par contre, on a souvent plutôt le travers, en étant très gros, de se dire que l'investissement va être colossal. Et il faut aussi arriver à avoir des briques d'investissement qui restent minimum. On parle de méthode agile, de produit minimum viable. On parle aussi de briques d'investissement minimal viable. C'est je sais faire quelque chose en 4 semaines.
Ou en tout cas, nous, il y a 2 ans et demi, on se disait le premier cas d'usage va prendre 6 mois, il a pris 18 mois. Maintenant, on met 3 mois avec des petites équipes. Donc le seuil d'investissement a beaucoup baissé. Et il y a 5 ans, dans une autre équipe ou taille, chez Sarenza, je faisais la même chose avec des équipes de 2-3 personnes. Simplement, l'investissement est proportionnel et il faut juste se dire qu'est-ce que je vais chercher de façon très concrète pour avoir un résultat à 1 mois, 2 mois. De façon à timeboxer ou très consultant, pardon, planter nos investissements dans un décor figé et acceptable par des dirigeants. Merci. Alors, nous avons encore le temps pour une dernière question avant de clôturer à 45. S'il n'y a pas de questions. Vous avez évoqué plusieurs fonctions au cours de l'échange. Vous avez parlé de business data, vous avez parlé de data scientist. Comment est-ce que vous définisseriez... Vous m'avez compris. Il est tard. Et finalement, comment vous vulgarisez le rôle de chacun, donc côté business et côté data scientist, parce que je trouve que c'est... quand on interroge les gens, finalement, j'ai jamais la même réponse. Je peux répondre. Ce qui est important d'abord, et c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne chez Rexel, c'est de dire on fait un cas d'usage, on fait une solution. Donc le premier rôle le plus important, c'est d'avoir un solution owner, donc quelqu'un qui sait pourquoi il fait cette solution. Et c'est cette personne-là qui va être l'ambassadeur de la solution avec les pays, hein, donc au niveau des COMEX, au niveau des comités de direction. Et le solution owner par rapport à ce qu'il veut faire, il va comprendre le type de profil dont il va avoir besoin. Et ce qui est vraiment important, c'est de mettre tout le monde dans la même, entre guillemets, la même pièce. Hein. Ça fait 2 ans qu'on délivre plus de 45 projets, nous, avec des gens qui sont tous depuis chez eux, donc fictivement dans la même pièce. Donc c'est vraiment cette logique de feature team, où finalement chacun va amener ses différentes compétences et travailler ensemble. Et selon les projets, vous allez avoir besoin plutôt de profils business data analyst, donc des gens qui vont plutôt comprendre la donnée business, et ça c'est vraiment très très important. C'est-à-dire que la donnée, la compréhension de la donnée, elle doit être dans les personnes qui vont utiliser la solution. C'est pour ça d'ailleurs que c'est difficile de prendre a priori des datas, parce qu'une data sales pour un cas d'usage pricing, ça ne va pas être la même définition qu'une data sales pour un cas d'usage de reporting vers les fournisseurs. Donc vraiment les profils qui vont comprendre la donnée, et ces profils qui vont comprendre la donnée, ils vont devoir, d'un point de vue plus usage business, quelle donnée, quelle valeur ajoutée va apporter la donnée dans ma solution, donc quel est l'enjeu de ma solution. De faire une alerte à un commercial. Pour faire une alerte à une commerciale, c'est quoi un commercial, c'est quoi une alerte? Et après, il va s'appuyer en effet donc, sur ce qu'on appelle les data scientists, hein, donc qui sont des profils plus techniques qui vont être capables de faire le lien entre la donnée business et la data. Et puis, et surtout, et c'est vraiment très important, sur des fondations techniques, et là avec des profils plus IT. Et d'ailleurs, c'est intéressant, hein, c'est un moyen de changer aussi la culture de vos équipes, des équipes IT et de les faire passer, finalement c'est eux les honneurs techniques de cette data, donc ça va les positionner à travailler ensemble avec cette partie, ces équipes business. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment une description de job précise. Ce qui est important, c'est de créer une équipe et d'avoir une personne qui se sent honneur de la solution. Qu'est-ce que je cherche avec ma solution et surtout comment je vais mesurer que la solution est efficace et embarquer toute mon équipe, le développeur, le data scientist, dans le résultat sur cette solution. Ah, fin de la conférence. Merci. Non, mais du coup, merci beaucoup Anne-Brice, Étienne, Marion et Grégoire. Merci à vous pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions sur le stand Capgemini ou si vous nous croisez ailleurs. Bonne fin de journée.